Coucou tout le monde, on se retrouve pour le bilan lecture du mois d'avril. On va parler un petit peu chiffres et puis après on va parler vite fait des livres parce que normalement vous les avez tous vus en vlog si vous suivez les vlogs. On va essayer d'aller vite fait pour ce petit bilan. Donc en avril j'ai fait 12 lectures en comprenant livre audio, hein, je précise maintenant, voilà. Ça comprend le livre audio avec, ce qui fait 5049 pages de lus. Au niveau du quota livre acquis, livre lu, on n'est pas bon du tout. On est encore sur du plus parce que j'ai acquis 15 livres, j'en ai lu 12, ça sent qu'il y a des livres qui n'étaient pas dans ma pile à lire. Donc on fait une montée encore une fois faramineuse dans la pile à lire. Ça ne va pas. Vous m'excuserez si jamais j'ai un peu les yeux rouges ou un peu les larmes aux yeux. J'ai les allergies qui sont à fond les ballons en ce moment. On va parler rapidement des lectures que j'ai faites en audio, comme ça je ne les oublie pas vu que je ne les ai pas en papier. Et après on partira avec les livres papier. Donc du coup c'est pas classé de la meilleure lecture à la moins bonne avec les audios. Les audios vous savez que je les fais toujours en premier pour pas les oublier. Et après je classe de la moins bonne à la meilleure lecture plutôt. Donc la première écoute audio que j'ai faite c'est 1984. C'est pas vraiment 1984, c'est une adaptation de ce texte. Et ils ont récupéré les éléments de ce texte pour en faire une lecture audio. Je n'ai jamais lu 1984 donc je ne sais pas à quel moment ça se réfère et exactement quel lien il y a entre les livres. Mais par contre ça m'a permis de me donner très envie de lire 1984 parce qu'il y avait vraiment des bruitages, des sons. Quand les gens marchaient dans la rue, on avait les sons de pas. Quand ils étaient essoufflés, il y avait des soufflements qu'on entendait. Enfin vraiment je trouvais vraiment cet audio formidablement bien réussi. Sinon en audio j'ai écouté Clone de la Nation, le tome 1, donc Clone de la Nation de Maïwen Alix. Là on est avec des clones et il y a des clones normalement ils sont contrôlés, ils sont dans un lieu et n'ont pas le droit de sortir. Sauf que là il y en a qui vont s'évader et du coup ils vont se rendre compte que jeune lycéenne est un clone de Marie Curie et donc ils vont partir à sa poursuite. Ils vont arrêter le papa de celle-ci et elle va réussir à s'enfuir et elle va être sur la route de ces clones qui se sont enfuis et ils vont s'allier ensemble pour essayer de régler le fait que la controverse des clones parce que forcément normalement c'est sous contrôle mais évidemment il y a des gens qui se servent de ça pour faire des clones un peu malveillants, mal attentionnés. Et j'ai trouvé ça d'ailleurs très bien fait. J'ai apprécié le fait qu'on se pose la question sur qu'est-ce que peut apporter les clones, mais aussi forcément à quoi ça va mener. Parce que il y a les bons côtés, mais ça va forcément amener à du négatif, comme dans tout ce qu'on découvre, comme dans tout ce que l'être humain fait. Il y a au départ un bon côté, des bonnes intentions, et ça va vite virer au négatif, vite virer aux mauvaises choses. Et là je trouve qu'on le ressentait vraiment très bien et j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré cette écoute audio donc je ne peux que vous la conseiller. Donc après on est avec des livres papier donc je vais la classer à la moins bonne jusqu'à coup de cœur parce que oui j'ai eu des coups de cœur ce mois-ci. Donc ma bonne lecture c'est La leçon du mal de Yusuke Kishi aux éditions 10-18. J'en attendais beaucoup parce que j'avais entendu beaucoup de très bons retours mais ça a vite été un peu compliqué et c'est très long. Voilà, il est très long, il fait 600 pages et on tourne un petit peu en rond au début, c'est assez lassant et en plus les chapitres, il y a un chapitre où il fait plus de 100 pages donc ça j'ai beaucoup de mal avec ça. Donc là on est avec un professeur Senji Ashumi. On est avec Senji Ashumi qui arrive dans un nouveau collège, qui arrive dans un nouveau collège. Il a été renvoyé de son ancien collège et là donc du coup il débarque. Donc là il débarque dans ce nouveau collège et très vite on va se rendre compte que il s'investit, il est à fond dans son rôle de professeur, il veut le meilleur pour sa classe à lui, il essaye de tout faire, de faire des quand il voit qu'un élève ne va pas bien il va interroger et voir ce qui se passe. Mais on va se rendre compte que oui, on avait l'impression que c'était bien attentionné, mais qu'il a des pensées complètement déplacées, qu'il va faire des choses complètement déplacées. Je sais plus jusqu'où va le résumé, mais on nous dit que c'est un psychopathe dans le résumé. Voilà, il est manipulateur, calculateur, mais sauf qu'il y a des élèves qui vont découvrir un petit peu son secret. Le début a été très long, ça nous mettait la mise en place, ça nous présentait les personnages. Très vite on va se rendre compte que Asumi n'est vraiment pas le meilleur des professeurs, qu'il a vraiment son côté psychopathe est vraiment très présent et ça devient vite très négatif et du coup on s'accroche pas, on s'attache pas à ce personnage là, on peut
voilà, il y a très peu de chances qu'on puisse aimer le personnage principal, vu son comportement, vu comment il fait. Et il y a aussi des scènes qui m'ont profondément dégoûtée, écœurée. Si vous avez vu le vlog quand je vous en ai parlé, je vous ai fait un passage de spoil où je vais expliquer cette scène, parce que vraiment c'était vraiment très très dérangeant. Voilà, il y a vraiment des scènes très dérangeantes, parce qu'on avait un professeur et des élèves. Voilà, donc il y a des relations entre professeurs et élèves qui sont déplacées et qui sont dérangeantes. Le truc dérangeant aussi, c'est que tous les professeurs de ce collège sont, voilà, très néfastes. Il y a peut-être un ou deux qui peuvent être rattrapables, mais tous les autres professeurs, voilà, il n'y a pas un professeur pour rattraper l'autre. Ils font tous des trucs plus ou moins horribles. Donc c'était un peu particulier de se dire que voilà, tous sont comme ça. Enfin, il y avait un petit bug, et puis il y a des éléments qui allaient très très loin, qui étaient peu probables. Donc vraiment... Voilà, et puis ça s'enchaîne, voilà, on voit le professeur organiser quelque chose, et ça tourne en rond un petit peu. J'essaie de pas vous spoiler, mais en même temps, c'est pour essayer de vous expliquer qu'on tourne assez rapidement en rond, jusqu'à les 150 dernières pages, je crois, 150-200 dernières pages, où là, on arrive à la scène finale, ouais, qui dure un petit moment, mais voilà, on arrive au déroulement final, où, alors là, ça décape, ça dépote, on n'arrête plus, on peut plus, enfin, ça s'arrête plus, on va dans des trucs grandioses, donc, je l'ai fini parce que, voilà, j'avais envie de l'abandonner, j'avais du mal à un moment donné, puis, arrivé le moment où on a, voilà, le final, et où ça s'enchaîne tellement que ça part dans tous les sens et tout, que bon, on finit. Mais c'est vrai qu'on finit, on se dit, ok, quoi. Voilà, c'est tout ça pour ça. Mais bon, je l'ai lu, petite déception, voilà, petite déception. Ensuite, celui-là, on va passer vite fait parce que c'est un classique. Donc, Alexandre Dumas, Le Vicomte de Bragelonne, le tome 2. Je suis en train d'écouter le tome 3 en audio. Petit à petit, voilà, j'avance dans cette saga. J'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup. On est avec les chevaliers. On est avec les chevaliers. On est avec les mousquetaires et à chaque fois il arrive des petites choses. Et puis voilà, on voit dérouler à la cour, le roi, tout ce qui entoure la royauté et les mousquetaires, ce qu'ils sont prêts à faire. C'est vraiment une très bonne écoute. Ensuite, un livre, une suite de sagas que je ne pensais pas lire, et puis finalement avec le temps je me suis rendu compte que ça restait quand même un petit peu dans ma tête. C'est Vaisseau d'Arcane d'Adrien Thomas aux éditions Folio. C'est un tome 2 et je vais avoir du mal à vous le résumer parce que c'est vraiment un univers très très complexe, très fourni, bien rempli. Et c'est vrai que quand j'ai écouté l'audio du tome 2, je me suis dit j'aurais jamais dû laisser autant de temps passer parce que je suis un petit peu perdue au niveau des personnages, au niveau de l'univers, de tout ce qui s'y passait. Alors oui, je m'étais rappelé, voilà, parce qu'il y a des poissons globes, donc ça je m'en rappelais, je me rappelais de quelques éléments, mais j'étais perdue quand même un petit peu au début, voilà, je savais plus trop ce qui se passait. On est dans un univers où il y a eu, je sais plus exactement comment ça s'est passé, mais il y a eu un déferlement d'arcanes sur la Terre. Je sais pas s'il y a eu une explosion ou, enfin, je sais plus ce que c'est. Et sauf qu'à chaque fois qu'il y a de l'orage, il faut essayer de se planquer parce qu'on pourrait être touché par l'arcane. On peut être touché par l'arcane si on est dehors et que voilà l'orage vous touche. Si vous êtes un touché, vous allez vous retrouver avec comment dire, vous avez plus ou moins plus trop de conscience, voilà, vous êtes plus ou moins entre guillemets transformé en robot et du coup vous êtes engagé comme Groon pour vous occuper d'un ascenseur ou enfin voilà, vous êtes plus très bien vu et même vous je crois, voilà, il n'y a plus trop de conscience de qui vous êtes, de ce qui se passe autour de vous. J'essaye de suivre, mais j'essaye de vous expliquer sans trop en dire, mais c'est un peu compliqué. C'est vraiment un univers complexe. Et donc nous, on va suivre une sœur et son frère. Le frère va être touché par l'arcane, et du coup la sœur, pour pas qu'il finisse, voilà, au ground ou enfin, voilà, pas bien placé, elle va s'enfuir avec son frère et elle va essayer de trouver une solution pour lui. Et voilà, enfin, il va y avoir plein d'éléments. Il y a beaucoup d'éléments aussi politiques qui était par moments, j'avoue, un peu complexe, j'arrivais pas à suivre des fois, parce que je vous dis, j'ai vraiment laissé beaucoup de temps entre le tome 1 et le tome 2, je crois que ça fait 2-3 ans que je l'avais lu, donc c'est vrai que l'écoute audio a été un peu complexe. J'aurais peut-être dû écouter le tome 1 et enchaîner, voilà, le tome 1 et 2, histoire de remettre les idées en place et pour avoir tous les points et les aboutissants. En tout cas, voilà, je regrette pas de l'avoir lu, même si j'ai perdu quand même beaucoup d'éléments entre les deux tomes. Et je l'ai écouté en audio, je ne l'ai pas lu. Je vais encore me faire taper sur les doigts. J'ai lu Toutes ces fautes de Andrea Mara aux éditions Point grâce au prix Poche. Voilà, vous l'avez, la petite étiquette là.
que je n'arrive pas à enlever, mais c'est pas grave, ça fera un souvenir. Donc toutes ces fautes, on est avec une jeune maman qui va à 4 heures récupérer son fils qui est chez un copain. Elle va sonner à la porte et sauf que c'est pas la maman du copain qui lui ouvre, c'est une femme qu'elle ne connaît pas. Donc elle dit mon fils est là, non il n'est pas là, je ne connais ni Dave ni Adam, ni le petit garçon qui a invité votre fils, ni votre fils, enfin elle connaît pas. Et donc la maman elle regarde son téléphone parce qu'en fait elle n'a jamais été cette maman. Elle a reçu l'adresse sur son téléphone par texto et donc bon voilà, elle vérifie son téléphone, si c'est bien cette adresse. Elle essaye d'appeler la maman chez lequel son fils a été invité. Elle n'est pas chez elle, elle est partie en voyage, c'est pas normal, elle a jamais invité son fils. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'on va se rendre compte que son fils a été kidnappé, a été enlevé, mais on ne sait pas du tout. Donc voilà, la maman va partir en quête, en recherche de son fils, avec le papa, l'oncle, enfin voilà, elle va essayer d'ameuter toute la ville pour essayer de retrouver son fils. Alors le rôle de la maman, la place de la maman était assez présente. Je trouve que le père était quand même très effacé, on le voit pas assez et voilà, j'ai trouvé ça un petit peu dommage qu'on voie pas un peu le... On voit par moments le père mais on le voit pas assez je trouve à mon goût. J'aurais aimé qu'on voie un peu plus voilà comment ça le touche. Et on va avoir aussi donc l'histoire de cette maman du petit garçon qui a disparu, donc elle a bouleversé et tout ça. Et on va voir aussi la maman qui se sent coupable parce que pourquoi on a donné son nom à elle pour dire que le psy était invité chez elle et que finalement c'était pas vrai, qu'elle a été disparue, enfin elle se sent assez coupable et donc on va suivre aussi son histoire à elle qui est aussi une histoire un peu compliquée. Elle est à fond dans son travail, voilà, la belle-mère lui reproche d'être un peu trop dans son travail et pas assez dans la famille, enfin voilà, donc on a ces histoires qui vont se croiser par rapport à cet enlèvement d'enfant et qui vont essayer de se battre pour essayer de retrouver ce petit garçon. Mon bémol c'est que je n'ai pas eu d'émotion. Voilà, parce qu'un enlèvement d'enfant, ça aurait dû me toucher, ça aurait dû me procurer des émotions, et ça n'a pas été le cas. Donc c'est vraiment un gros bémol pour moi, c'est qu'il n'y avait pas d'émotion dans ce livre-là. Est-ce que c'est moi qui, voilà, l'ai lu dans un moment où, voilà, ça me passait par-dessus, je sais pas, mais il m'a manqué l'émotion. Sinon, tout le reste, je trouve que l'histoire était bien menée, bien tracée, donc voilà. Une bonne petite lecture. Par contre celui-là, j'ai eu un petit pincement au cœur quand je l'ai lu, ça m'a un petit peu touché quand même. On est avec Soline et le monde des rêves abandonnés de José Carli aux éditions Inceptio. On est avec une petite fille qui est heureuse, avec Soline qui est heureuse, qui vit avec ses parents, voilà, il l'amène à l'école, il lui chante des berceuses, enfin tout, voilà, elle est avec les meilleurs parents du monde, sauf que un jour, elle va rentrer d'elle-même chez elle et elle va se rendre compte qu'elle essaye de parler à ses parents mais qu'il ignore complètement. Elle n'existe plus pour eux parce que Soline est une petite fille, voilà, qui a été rêvée par ses parents et voilà, et quand ils vont pouvoir enfin avoir leur propre enfant réel, ils en oublient leurs rêves et du coup Soline va aller dans les mondes des rêves abandonnés et elle va se retrouver dans un orphelinat. Voilà, il va se passer tout un tas de choses dans cet orphelinat. Je vous en dis pas plus parce qu'il est très très court. Le seul truc c'est que voilà, c'est Inception donc ça va être compliqué de vous le procurer. Essayez en occasion. J'ai beaucoup aimé et j'ai été touchée par cette petite fille parce que quelque part on se dit c'est une fille qui était voilà, qui est inventée, qui n'existe pas, mais en même temps nous quand on lit l'histoire, pour nous elle est réelle. Elle a des pensées de petite fille, elle a cet amour des parents qui lui manque. Elle a voilà ses idées de petite fille quand même si c'était un rêve, c'était quand même une petite fille de 8 ans qui se retrouve du jour au lendemain sans ses parents, en n'ayant plus rien. Et c'était vraiment très touchant. Elle va se retrouver en plus dans un orphelinat qui est complètement robotisé, réglé, faut pas faire ci, faut pas faire ça, elle va devoir travailler, enfin vraiment c'était, voilà, c'est le jour et la nuit dans sa vie, donc on la voit essayer de se dépatouiller, se battre, se créer quand même des amitiés, mais en même temps il y a aussi des personnes malveillantes, enfin vraiment j'ai beaucoup aimé cette lecture qui est toute touchante avec cette petite fille. On enchaîne avec Runborn de Ariel Holz aux éditions Gulfstream, le tome 1. Mon petit, si vous avez vu mes vlogs, vous avez pu voir, ou si vous avez vu sur Instagram, j'ai essayé de le recoller, ça tient, déjà ça tient, voilà, en même temps j'ai mis la couche de colle, c'est pas très discret, voilà, j'en ai mis la quantité de colle, j'en ai mis, essayé d'être discret plus à l'intérieur, ça tient, mais bon, voilà, en recollant ça a quand même fait un décalage avec le livre, c'est pas grave, le plus important c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là on est vraiment dans la mythologie, parce que on est avec les Runborn. Les Runborn ce sont des personnes où les dieux leur ont injecté. Ils ont une âme d'un dieu en eux. Et donc d'ailleurs en plus on a tous les détails à la fin. Alors, on a un glossaire donc, qui nous permet, voilà, quand on avait un personnage, on vit par exemple Tyr qui est le personnage principal. Hop, on s'y réfère, on voit Tyr.
on se dit ah ben tiens voilà qui il est. On a des explications sur le Ragnarok, sur les trolls, les Valkyries. Ben voilà, on a toutes ces explications. Et là on a voilà plutôt là Tyr, les personnages qu'on a. Donc voilà, Sigyn, Sif, Odin, on a un peu les explications et les significations des runes. Parce que Tyr a la rune du lien qu'il a avec ce dieu. Et ils ne le savaient pas, ils vont le découvrir lors d'une fête, ou enfin je sais plus exactement ce qui se passe, à quel moment ils le découvrent, mais bon, ils vont le découvrir, ils sont trois avec, y a Tyr, il y a Else et un autre personnage, voilà, tous les trois vont découvrir qui sont ces personnes-là. Il faut qu'ils essayent de regrouper tous les runboards, je crois qu'il y en a 24, si je me trompe pas, je sais plus exactement le chiffre, et qu'ils essayent de se regrouper tous pour... voilà, donc ils doivent se réunir tous les 24 pour réunir les runes pour faire revenir les dieux. Voilà, parce que la Terre est en train de partir en cacahuète sans ça, donc ils veulent faire revenir les dieux, et du coup, nous on va suivre Tyr, qui va s'enfuir, une fois qu'il découvre ça, va se passer un événement dans son village, il va devoir s'enfuir avec Bragi, c'est ça, avec Bragi, ils s'enfuient tous les deux, et voilà, la troisième protagoniste, elle, s'est alliée avec un autre groupe. De suite, moi je me suis posé la question de qu'est-ce qui fait dire que Tyr va du bon côté et que Else est du mauvais. Pourquoi elle serait du mauvais automatiquement et lui serait du bon? Parce que c'est le personnage principal, donc automatiquement on part du principe que lui il a fait le bon choix, mais est-ce que c'est lui qui a vraiment fait le bon choix ou pas? Voilà, parce qu'on sait pas exactement pourquoi Else a choisi de partir avec ces gens-là, pourquoi elle a choisi ce niveau-là. Donc c'est vrai que de suite on se dit mais pourquoi, enfin moi en tout cas je me suis posé la question de pourquoi de suite on se dit que Tyr est parti, avait raison et que Else avait tort. Voilà, non, pour moi j'ai toujours le suspens de peut-être qu'elle avait raison de faire ce qu'elle avait fait et que lui il aurait dû l'écouter et partir avec elle. Voilà, c'était une supposition que j'avais au départ. Donc Tyr, Bragi vont s'enfuir et vont vivre des événements et des trucs invraisemblables pour essayer de retrouver d'autres runboards comme eux. Et vraiment je me suis retrouvée dans la mythologie parce qu'il y a des trucs qui me font penser quand j'ai lu un petit peu les livres de mythologie de Ragnarok, voilà, il y avait des trucs qui me font vraiment se rapprocher à ça, et vraiment j'ai vraiment ressenti ça. Je trouve que c'est vraiment très très bien fait. Je vais lire le tome 2 avec grand plaisir en espérant qu'il se disloque pas, mais vraiment j'étais bien. Et en plus dans le tome 2 on est avec Else, donc elle, je sais pas comment on le dit, H-E-L, et j'ai hâte parce que justement comme je vous ai dit, je me posais la question de est-ce que elle avait pas raison, pourquoi de suite on a dit que elle était du mauvais côté quoi. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir lire le tome 2 pour voir si on avait raison de se dire que Tyr avait raison de s'enfuir ou pas. Je sais pas si je suis très claire. La machine qui s'emballe, elle est pas gentille avec moi. On continue avec Le Monde des Nenara, le tome 2 de Catherine Applegate. Je continue cette saga avec grand plaisir. J'aime beaucoup être avec le Wubix, être avec la dernière Dern. On avance tout doucement dans cette quête. Donc on est avec la dernière Dern qui est toujours en recherche, en quête, pour retrouver voilà, d'autres personnes de son peuple. Et puis on a de l'autre côté un soulèvement et une guerre qui se prépare. Et voilà, donc on voit tous ces éléments là et j'aime beaucoup voilà, cette lecture. Donc j'ai très hâte de lire le tome 3 qui fait partie de ma pile à lire du Tarot Book Challenge, il me semble. On arrive avec les deux derniers qui sont 2 coups de cœur. J'espère que la machine, vous l'entendez pas trop, je suis vraiment désolée. Donc ces 2 coups de cœur, je ne peux que vous conseiller de vous y pencher dessus. Donc j'ai lu encore un Ariel Holst, c'est Magie et Sentiments, le secret de Longdown aux éditions Slalom. Un vrai coup de cœur. Vraiment j'ai adoré ma lecture, j'ai passé un excellent moment. En même temps c'est des lectures que voilà, c'est le genre de personnage que j'adore, le genre de relation que j'adore, donc ça pouvait que passer. Là pareil, on a des arbres généalogiques. Donc arbre généalogique de 2 familles qui vont devoir s'aligner entre guillemets, et on a aussi les mondes. Donc on a la Lune et l'Angleterre. Il faut créer une alliance, donc on va vouloir marier Nathanaël qui vit sur la Lune à Rebecca qui est en Angleterre, parce que c'est des familles assez haut placées, et on se dit en créant cette alliance, ça évitera une guerre entre la Lune et l'Angleterre. Donc on veut marier Nathanaël et Rebecca. Pour ça, les lunières, je sais pas comment on dit, enfin ceux qui viennent de la Lune, vont se déplacer, vont venir en Angleterre pour rencontrer voilà, cette famille. Donc on a Nathanaël qui va venir avec sa sœur. C'est là où j'ai adoré les personnages parce que sa sœur elle est sombre, elle est froide, et on a Luc qui lui est le grand dragueur, enjoué, qui aime bien jouer de son corps, de sa charme.
Et sauf que ben voilà, il va vouloir jouer avec la sœur de Nathanaël, sauf que elle le déteste franchement. Voilà, c'est le genre de personnage qu'elle ne supporte pas. Et donc du coup, on va avoir droit à des joutes verbales, des petites piques. Et c'est voilà, c'est des choses que j'adore. J'adore et leur relation de tous les deux. J'ai beaucoup aimé aussi voir Nathanaël et Rebecca, leur lien un petit peu se forger. Et un truc que j'ai adoré, c'est la famille de Rebecca parce qu'ils sont 6 ou 7 frères et sœurs. Enfin, c'est une grande famille. Et du coup, on voit cette grande famille, voilà, qui se chamaille, mais qui en même temps s'aiment très fort, qui ont des liens très forts entre eux. Et vraiment, c'était voilà, un pur bonheur de lire cette lecture. Ça a un petit côté Bridgerton, on va dire, parce que il y a voilà, il y a le fait d'avoir un couple qui doit se marier, qui se rencontre et qui apprennent à se connaître. On a cette grande famille là avec 6 frères et sœurs et qui se chamaillent mais qui en même temps s'aiment de tout leur cœur. Enfin, vraiment voilà, j'ai adoré. Je pense que si vous avez aimé Bridgerton, vous pouvez retrouver un petit côté là-dedans, voilà, que je ne peux que vous dire de tenter. Il y a de la magie quand même en plus par rapport à, c'est pas du, voilà, c'est que la fille de magie dans cet univers-là. Et sinon, voilà, celui que j'ai passé en première position, même si Magie Sentiment est un coup de cœur, celui-là, il est obligé d'avoir mon cœur. C'est Hunger Games, Lever de soleil sur la moisson de Suzanne Collins, aux éditions Pocket Jeunesse. C'est le dernier des derniers, normalement elle n'en fait plus dans cet univers-là. Et je suis ravie d'avoir pu le découvrir parce que je trouve qu'il est quand même pas mal utile, il est très 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 utile de l'avoir rajouté dans un univers. On est avec Amish. Et Amish, c'est vrai qu'on a un petit peu son histoire dans les tomes 1, 2, 3. Mais on creuse pas plus. Et là, le fait d'avoir creusé son histoire, d'avoir vu son histoire, j'ai adoré. J'ai adoré. J'ai passé un excellent moment. En plus, contrairement à celui qu'on a eu l'année dernière sur Snow, là, on est dans les jeux, dans les Hunger Games. Donc, on a voilà, cette saveur des Hunger Games qui était encore plus présente. C'est le 50e jeu de l'expiation. Donc, du coup, il va partir dans les jeux de Hunger Games. Je vais pas vous expliquer comment. Donc, il prend le train. Il va avoir la préparation pour les Hunger Games. J'ai l'impression que je parle du nez, je suis désolée si c'est le cas. Du coup, on a vraiment... Si vous avez déjà lu Hunger Games, si vous avez lu le tome 1, c'est la même saveur, quoi, parce que on est un peu comme avec Katniss, la préparation des jeux, l'entraînement, et après on est dans l'arène. Et voilà, moi j'ai retrouvé la tension, l'ambiance et les dangers qu'il y avait avec Katniss dans le tome 1, et c'était un pur bonheur. Voilà, c'était un pur bonheur. Après là, je suis pas du tout objective parce que Hunger Games, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Et là, voilà, retourner dans l'univers avec en plus les jeux, parce que c'est vrai que Snow, j'avais bien aimé, mais du coup, on n'était pas dans l'arène. On n'était pas, voilà, c'était pas pareil. Là, on est vraiment dans l'arène, on est vraiment avec les dangers du jeu, et c'était appréciable. Après, c'est sûr que voilà, on a Amish et ces liens amoureux qui sont assez présents. Je sais qu'il y a... Je sais plus son pseudo auquel ça l'a pas mal dérangé, elle a pas apprécié à cause de ça. Moi ça m'a pas gêné, j'ai adoré, voilà, j'ai tout adoré de A à Z. En même temps, je crois que voilà, du moment que vous mettez Hunger Games, je vais avoir un coup de cœur. Non mais vraiment, j'ai vraiment pris plaisir à retourner dans ces jeux de l'arène. Voilà, donc voilà pour les lectures que j'ai faites au mois d'avril. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu au mois d'avril. Quel est votre coup de cœur du mois d'avril, si vous en avez eu un, ou votre meilleure lecture. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures. Et à bientôt bien sûr.